Bonjour, je m'appelle David Vauclair, ravi de vous retrouver pour ce 197e numéro d'Au cœur du monde, l'ultime rendez-vous de notre saison. Cette semaine, dans l'ombre des chancelleries, nous pousserons les portes des services de renseignement de Tokyo à Téhéran sur les traces d'une folle rumeur, le recrutement d'un ancien président iranien par le Mossad. À Téhéran, justement, une liste de dirigeants occidentaux à abattre fait la une des journaux du régime. Nous ferons ensuite les comptes de l'économie mondiale avec le dernier rapport du FMI qui douche l'espoir d'un retour rapide à la stabilité des prix, puis cap sur le Pacifique où la Chine vient de tirer un missile intercontinental sous le nez de l'Australie. Enfin, nous suivrons le chassé-croisé estival des grands dirigeants de Damas aux capitales nordiques pour une leçon de réalpolitik. 5 récits pour décoder ensemble les soubresauts et les métamorphoses de notre planète. Commençons par les coulisses de la guerre invisible. Si Vienne reste la capitale européenne des barbouzes, l'Asie a trouvé son nouveau nid d'espions, le Japon. Chassés d'Europe au début de la guerre en Ukraine, des dizaines d'officiers du GRU, le renseignement militaire russe, ont trouvé refuge à Tokyo sous couverture de diplomates ou d'employés de compagnies aériennes à la chasse aux technologies de pointe dont Poutine a besoin pour son effort de guerre. Handicapé par des lois anti-espionnage héritées de l'après-guerre, le Japon réagit en créant sa toute première agence centrale de renseignement, mais rattraper des décennies de retard prendra du temps. Pendant que Tokyo apprend le métier, le Proche-Orient bruisse d'une rumeur digne de John le Carré. Selon une enquête du New York Times, le Mossad aurait approché puis recruté l'ancien président ultra-conservateur iranien Mahmoud Ahmadinejad lors d'un sommet environnemental à l'étranger. À prendre avec d'immenses pincettes. Son entourage dément et le Mossad se tait. Mais qu'elle soit vraie ou qu'il s'agisse d'une fuite orchestrée par Israël pour semer la paranoïa dans les élites de Téhéran, elle dit une chose, la guerre psychologique fait rage et l'information est devenue la première arme d'un conflit qui s'enlise. Cette guerre psychologique s'affiche désormais à la une des journaux iraniens. Quelques heures après une déclaration solennelle du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, que personne n'a encore vu mais dont les communiqués font désormais loi, promettant une vengeance inéluctable pour la mort de son père, le quotidien d'État Hamshahri a publié une infographie glaçante, la liste des 13 visages à abattre. On y retrouve Donald Trump et Benjamin Netanyahou, bien sûr, mais aussi, et plus surprenant, des Européens comme Keir Starmer, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. En passant par un journal réputé proche du pouvoir, le régime s'offre le luxe du déni plausible. C'est une pure opération de communication, rassurer la frange dure des gardiens de la Révolution, intimider les Occidentaux en pleine négociation nucléaire, mobiliser les relais régionaux. Trump a aussitôt riposté en menaçant de bombarder l'Iran à des niveaux inédits s'il était visé. Dans ce grand théâtre de la menace, les points rouges des viseurs projetés sur les visages des dirigeants du monde ne préfigurent pas forcément des commandos, mais ils rappellent que pour Téhéran, le chantage à la violence reste l'unique monnaie d'échange diplomatique. Derrière le bruit des armes, la géoéconomie impose sa rigueur et le dernier rapport du Fonds monétaire international vient de doucher les marchés. La croissance mondiale résiste à 3% pour 2026, mais l'inflation est révisée à la hausse à 4,7%. C'est un coup d'arrêt à la désinflation amorcée depuis 2 ans. La guerre prolongée au Proche-Orient se transmet à l'économie réelle par la volatilité des prix de l'énergie, des matières premières et des engrais. Le choc frappe surtout les économies avancées, qui plafonnent à 1,7%, freinées par leur vieillissement et leur endettement. Le contraste avec l'Asie est saisissant, l'Inde caracole à 6,4%, portée par sa jeunesse et son intégration aux chaînes technologiques. La Chine se maintient à 4,6%, mais cette dynamique masque un danger. La surcapacité industrielle chinoise inonde le monde et pousse ses partenaires à ériger des barrières protectionnistes. À force d'accumuler de la dette pour masquer ses crises intérieures, Pékin prépare lui aussi son propre choc financier. Il sera important. Cette puissance chinoise s'accompagne d'une affirmation militaire de plus en plus décomplexée. Lundi, pour la première fois depuis près de 40 ans,
la marine chinoise a tiré un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire depuis un sous-marin. L'engin a parcouru plus de 7000 km avant de s'abîmer en eaux internationales à proximité des micro-États de Tuvalu et de Nauru. En avertissant Washington que quelques heures avant le tir, Pékin a sciemment ignoré les protocoles habituels. Le message aux États-Unis est limpide, la composante sous-marine de la triade nucléaire chinoise fonctionne et peut désormais frapper le sol américain. Mais la cible était aussi régionale. Le missile a été lancé le jour même où l'Australie signait 2 traités de sécurité avec les îles Fidji pour consolider son influence dans le Pacifique Sud. En faisant s'abattre ses armes dans cette zone, la Chine adresse une mise en garde brutale aux États océaniens, tentés de se ranger sous la protection de Canberra. Malgré les protestations unanimes des gouvernements du Pacifique, Pékin rappelle que là-bas, la souveraineté des petits pèse peu face aux impératifs de l'Empire du Milieu. Terminons par le ballet diplomatique qui agite les chancelleries en ce début d'été. À Damas, Emmanuel Macron est devenu le premier grand dirigeant occidental à fouler le sol syrien depuis le renversement d'Assad par le président Al-Shara. Une visite audacieuse, bousculée par des explosions près de son hôtel, mais dictée par un pragmatisme assumé. Décrocher des contrats de reconstruction, endiguer les influences turques et russes et éviter un nouveau chaos migratoire aux portes de l'Europe. Pendant ce temps, le Premier ministre indien Narendra Modi enchaîne selfies et visites dans 11 pays sur 3 continents, flattant sa diaspora tout en réaffirmant l'influence indienne de l'Indonésie à l'Australie. À Washington, le nouveau Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi plaide pour ressusciter le vieux pipeline Kirkouk-Banias vers la côte syrienne afin de contourner le verrou d'Ormuz. Et dans le Grand Nord, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, achève une tournée dans les capitales scandinaves pour tenter de fissurer l'unité européenne face aux barrières douanières de Bruxelles. Ce grand mouvement aérien dit une réalité incontournable. Dans un monde fragmenté, la diplomatie ne passe plus par les grands traités multilatéraux, mais par des alliances de circonstances et des deals bilatéraux au cas par cas. Voilà ce qui fait vibrer notre monde cette semaine. Des espions dans l'ombre de Tokyo, aux listes de cibles de Téhéran. Les discours de puissance se cognent toujours à la résistance du terrain, le reste n'est que récit, et cela on continue de les décoder ensemble. Ce 197e numéro referme notre saison. Tout au long de cette année de bouleversement, vous avez été chaque semaine plus nombreux à nous suivre, à commenter, à partager et à faire d'Au cœur du monde un espace de décodage exigeant et passionné des relations internationales. Pour cette fidélité et pour votre curiosité, un immense merci. Mais la géopolitique ne prend pas de vacances. Dès la semaine prochaine, nous changeons de rythme avec notre série estivale en 6 épisodes. L'été des idées, pensez le retour de la puissance. 6 penseurs, 6 boussoles pour le chaos contemporain. Nous ouvrirons cette série hebdomadaire avec Friedrich Ratzel, ou Rendre l'espace vital, avant Carl Schmitt, ou Dis-moi qui est ton ennemi. Viendra ensuite Julien Freund, ou Comment ne pas cultiver son jardin, puis Yves Lacoste, ou Le pouvoir par la carte. Nous verrons Raymond Aron, ou Comment avoir raison tout seul, avant de conclure avec Ibn Khaldoun, ou La cohésion avant la chute. 6 semaines pour armer nos esprits avant de retrouver l'actualité à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été, glissez cet épisode à vos proches, d'autant plus s'ils croient que la géopolitique est ennuyeuse. On leur prouvera le contraire, et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à penser ensemble les forces qui font l'histoire.